Aimes-tu l'histoire? T'es-tu déjà intéressé à la guerre 39-45? Peut-être as-tu eu des parents, des grands-parents qui ont vécu cette guerre ou qui y ont participé d'une manière ou d'une autre. Si tu es concerné et si tu veux en savoir plus à propos de cette période difficile, lis Le Mur du temps de Ludovic Metzger. La couverture parle bien déjà d'elle-même. Pour comprendre sa propre vie, il faut savoir. On va recommencer. Pour comprendre sa propre vie, il faut parfois subir celle d'un autre. Dans Le Mur du temps, Benoît, un jeune étudiant en histoire de 25 ans, va au mémorial de la Shoah avec Jennifer, sa voisine dont il est secrètement amoureux. Il touche le mur, un mur qui fait partie du musée, et là, il ressent des sensations très étranges. Il se retrouve à la place de Benjamin, 25 ans, qui vit à Lodz, en Pologne, et qui est en train de... Il est aux prises avec les macros, je crois bien, si je me rappelle bien du début de l'histoire. Et donc, les macros, ce sont des juifs, mais qui ont été recrutés pour maltraiter les autres, qui sont dans le campement. Alors déjà, pour expliquer un peu, personnellement, la guerre 39-45, j'ai beaucoup de mal à lire des histoires. Pourquoi? Parce que mes grands-parents ont connu la guerre 39-45 en tant que, en tant que victime. Ils ont connu l'occupation des Allemands. Mon grand-père a eu pas mal de démêlés. J'ai un grand-père de cœur qui a eu aussi des démêlés avec eux. Et donc, du coup, voilà, ça occasionne beaucoup d'émotions en moi et ça m'est douloureux. On va dire ça comme ça, ils m'en ont parlé, c'est très difficile à se représenter. Et je pense que c'est vrai, comme il dit, si on ne se met pas vraiment dans la peau de l'autre personne, on ne peut pas s'imaginer ce qu'ils ont pu vivre. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Benoît échange sa place réellement, physiquement, avec celle de Benjamin. Enfin, physiquement. L'âme de Benoît part dans le corps de Benjamin et l'âme de Benjamin part dans le corps de Benoît. Et de là va commencer toute l'histoire parallèle de ces deux jeunes hommes. Donc l'un, Benjamin, qui va se retrouver en 2016 à vivre l'histoire de Benoît dans le corps de Benoît avec cette Jennifer qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Lui, il est juif, juif pratiquant d'ailleurs, éduqué avec toute toute la culture juive de l'époque et toute la religiosité de l'époque. Toute l'éducation très rigoriste à cette époque-là, qu'on ne tient pas la main d'une fille. Si on fréquente une fille, c'est parce qu'on veut l'épouser. On se comporte bien avec ses parents, etc. Sauf que là, quand il rentre chez lui, il ne connaît pas ses parents. Il se retrouve avec une sœur qu'il ne connaît pas non plus, parce qu'il ne sait même pas qui c'est. Voilà. Ça, c'est pour Benjamin, qui lui est quelque part à la bonne place. C'est compliqué à dire, mais c'est comme ça. Benoît, lui, se retrouve dans le corps de Benjamin, donc à Lodz, un campement où on a parqué les Juifs de Pologne. On leur a tout pris. On leur a appliqué, comme là, le père de Benjamin avait une usine de vêtements, donc c'était un tailleur très connu et très renommé. Étant donné qu'ils étaient juifs, on leur a tout pris, on leur a tout récupéré, et ils se retrouvent à aller travailler dans une usine, je crois que c'est 20 heures par jour ou un truc comme ça, dans des conditions abominables. Ils sont battus, et pas uniquement par les macros. Ils sont sous-nourris, sous-soignés, etc. Enfin bref, c'est pire que des animaux. Et juste pourquoi? Parce qu'ils ont le malheur d'être juifs. Et quand on a décidé la loi, ils ont dû porter l'étoile, donc comme ça on les reconnaissait plus vite. Et après, paf, on les a parqués dans on les a parqués dans ce ghetto, et puis on les utilise jusqu'à ce qu'ils meurent.
Ou alors, éventuellement, on les envoie en camp de concentration où là, ils prennent la petite douche qui va bien et après, le corps, il part enterré par d'autres juifs qui sont encore, qui arrivent à tenir on ne sait pas comment, parce qu'ils n'ont plus que la peau sur les os, soit pour les brûler, soit pour les enterrer dans un coin. Benoît, lui, il vit ça. Il a 25 ans et donc il se retrouve à ne pas savoir si demain il va vivre et dans quel état il va vivre. Et bah, il découvre une famille. Donc il se retrouve avec, j'ai oublié de noter le nom de la tata, mais la pauvre, elle a tout perdu, toute sa famille. Parce que bah, au début, ce qu'on leur a raconté, c'est qu'ils partaient dans des trains, mais oh, bah, c'est bon, hein, partez pas en vacances, hein, faut peut-être quand même pas abuser non plus, ils n'étaient pas naïfs à ce point-là, mais on leur disait qu'ils partaient dans des camps de travail ou des choses comme ça. On leur avait pas vraiment expliqué toutes les conditions du camp de travail, et on avait surtout bien oublié de leur expliquer qu'ils en reviendraient jamais. Et donc elle a vu toute sa famille qui est partie comme ça. Du coup, elle projette toute son affection sur Benoît Benjamin, puisque c'est l'esprit de Benoît dans le corps de Benjamin. Et elle essaye de le maintenir moralement à flot, parce que c'est le seul truc qu'elle peut faire, en lui parlant du passé, en lui ressassant des bons moments, parce que qu'est-ce qu'il leur reste quelque part, c'est l'espoir. Et nous avons le tonton Albert. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le tonton Albert, qui s'appelle Albert Einstein, par homonymie, comment on dit. Sauf que le malheureux, bah, lui, il n'a pas eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis comme son homologue Albert qui a découvert E égale MC2. Et donc, lui, il se retrouve dans un campement, mais il est très grand, fort comme un bœuf. Et du coup, bah, c'est le genre de bonhomme qu'on remarque assez vite. Et s'il faut taper sur quelqu'un, bah, on va plutôt choisir, enfin, soit on va ne pas oser lui taper dessus parce qu'on se dit que s'il nous met une droite, c'est bon, on est par terre. Soit justement, on va essayer de le casser encore plus parce qu'un grand gaillard comme ça, c'est d'autant plus jouissif de lui montrer qu'il est un sourien et du coup de l'abaisser. Parce qu'il y a beaucoup ça qui sort. Et là, je parle de tout ça, mais c'est pas uniquement de la vérité historique que je suis en train de faire, c'est aussi tout ce qui est raconté dans le livre. Donc c'est extrêmement dur. Enfin, moi, j'ai eu du mal à le lire dans le sens où c'était tellement empreint de vérité et c'était tellement, tellement bien raconté. Ça, c'est pas la question, c'est très bien raconté. Mais justement, on s'attache au personnage, on se dit, mais alors, on a Benoît qui est dans le corps de Benjamin, on a envie qu'il revienne en 2016 pour qu'il retrouve son époque, qu'il retrouve sa vie, Jennifer, dont il est amoureux, et qu'il puisse vivre enfin son histoire d'amour avec elle. Mais on n'a pas envie de renvoyer le pauvre Benjamin à Lodz dans le campement pour qu'il meure, ou alors qu'il soit déjà qu'il recommence à être maltraité par les macros ou par les autres, qu'il recommence à bosser comme un malheureux, à se demander si demain il va pas partir dans un campement pour se faire gazer. Donc on est sans arrêt, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, sans arrêt en train de me dire mais purée, c'est peut-être poli. Je veux pas perdre l'un, je veux pas perdre l'autre. Et puis il y a mon pauvre Albert qui est au milieu de tout ça avec la tata. Désolée, j'ai oublié le nom de la tata, mais elle est adorable en plus. Même si j'ai eu un gros coup de cœur pour le tonton Albert qui est vraiment déjà, c'est une force de la nature, mais c'est aussi une force de caractère et c'est un homme qui est adorable, qui est complètement dans son époque, mais qui donne cette force à Benoît de continuer. Et on se dit, quand ils ont tout perdu, ils n'ont plus rien à manger, ou presque, ils ont vu toute leur famille partir, ils sont traités comme comme des sous-hommes, ils sont, comment? Ils sont mal nourris, ils ont rien, ils ont même plus enfin si, il leur reste l'espoir, mais lequel? C'est vraiment ténu, c'est un cheveu quoi là. Ils pourraient se dire: «Bon bah, je vais me laisser mourir et puis c'est tout» ou alors provoquer un des macros, se faire battre à mort et c'est plié. Et non, ils continuent. Ils continuent quand même parce que, par exemple, Albert, lui, il est juif jusqu'au bout des ongles et donc il applique ce qu'on lui a appris dans la religion. On ne se bat pas et si on vit ça, c'est que Dieu l'a décidé, donc quelque part, c'est juste, je ne pense pas que ce soit le vrai terme parce que nous, ça nous choque, mais c'est que ça doit être comme ça. Et donc, on ne va pas se révolter parce que
on doit le vivre comme ça. Et il y a toute une philosophie de vie derrière ça aussi qui est assez poignante. Et c'était, du coup, oui, on s'attache énormément au personnage. On retrouve ce Benjamin qui s'adapte à une vie en 2016 où il se dit, mais il monte dans un métro, il se demande où il est, parce que bien sûr, le métro en 1944, il connaissait pas, parce qu'il se retrouve à Paris. J'essaye de pas trop spoiler l'histoire, mais il va prendre l'avion. L'avion, les avions en 44, c'était pas ça du tout non plus, hein. En plus, ça servait pour faire la guerre, ça servait certainement pas pour voyager. Et j'ai oublié de parler de Jennifer, c'est quand même aussi important. Cette nana, elle est violoniste et donc elle, comment? Elle joue de la musique yiddish. Je crois qu'elle est juive. Non, elle n'est pas juive par contre. Non, elle n'est pas juive. Mais par contre, elle aime beaucoup la culture juive et elle aime beaucoup la musique yiddish. Alors, quand le pauvre Benjamin, qui n'a pas entendu de musique depuis un certain nombre d'années, qui entend de la musique yiddish comme ça, il pleure. Et nous, on est juste en train de pleurer avec lui aussi en lisant la scène. Donc c'est voilà, c'est tout un roman qui est empreint d'émotions en permanence, qui raconte toute la douleur du peuple juif et bah, de se demander pourquoi eux, parce qu'ils sont nés à la mauvaise époque, au mauvais moment. Pourquoi autant de haine vis-à-vis d'eux? Bah, si on remonte un peu l'histoire, on se dit que ça date du moment où ils ont crucifié l'acrobate, comme ils l'appellent. Benjamin appelle Jésus l'acrobate parce que bah, il était sur sa croix. C'est, enfin voilà, il y a toute cette histoire-là, mais là, moi je m'étais, bon, je ne suis pas juive, je ne suis pas pratiquante d'une religion particulière, mais par contre, j'ai essayé de réfléchir à la place de ces pauvres personnes qui avaient juste le tort de pratiquer une religion et qui ont été stigmatisées sur le fait qu'ils pratiquaient une religion. Je j'ai jamais compris le pourquoi, le comment, ça encore moins, mais bon, ça c'est complètement personnel. Mais c'était pour dire que là, dans ce livre, j'ai eu le point de vue du juif et de la personne qui ne comprend pas comment un autre être humain peut ressentir autant de haine vis-à-vis d'une religion ou vis-à-vis d'un peuple qui n'est pas agressif et qui n'est pas combatif. Parce que c'est ça, ils n'ont même pas été chercher à imposer à Hitler ou aux Allemands quoi que ce soit. Ils ont juste pratiqué leur religion, ils ont juste appliqué leurs principes de vie. Il faut savoir que les Juifs, ils ont prospéré dans l'argent. Historiquement, pourquoi? Parce que dans la religion catholique, l'argent, c'est sale et on n'a pas le droit comment? On n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. C'est mauvais, c'est pas bien. C'est pas, comment? Ça ne respecte pas les principes du catholicisme, de la chrétienté. Les Juifs, si, eux, ils ont le droit. Donc du coup, depuis un certain nombre d'années, loin de moi l'idée de les défendre, hein, j'explique juste historiquement. Parce qu'on a l'époque du Moyen Âge, c'était les banquiers lombards, c'était des Juifs. Pourquoi eux, on leur laissait les métiers d'argent, les métiers de la banque? Parce que pour eux, l'argent n'est pas tabou. Alors, d'un côté, l'argent n'est pas tabou et ça nous arrange bien qu'ils soient banquiers parce que voilà, hein, après tout, comme ça, non, on touche pas à l'argent, boubou, c'est pas bien. Mais de l'autre côté, après, on leur reproche d'être riches. Ouais, mais les mecs, il faut être cohérent un peu avec votre truc, hein. Puis alors, comme on a la mémoire courte, on se rappelle pas qu'au Moyen-Âge aussi, on les avait parqués dans des ghettos et qu'on leur mettait. Là, je crois qu'à l'époque, c'était un chapeau. Ils portaient un chapeau jaune, il me semble. Donc, quelque part, alors c'est pareil, je ne veux pas faire comment? Je ne veux pas faire de mauvais humour ni rien, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais Hitler n'a rien inventé. La haine des Juifs existait déjà avant. L'histoire de l'étoile jaune, elle a été appliquée pour eux, mais c'était quelque chose qu'on avait déjà appliqué historiquement. Il a juste réitéré quelque chose qui avait déjà été fait. Après, ça a été beaucoup plus violent
Et c'est vrai qu'en 1939, on ne se serait pas attendu à ce qu'on veuille liquider un peuple complet massivement, juste parce qu'il pratique une religion. Bon, après, et ça c'est ce que j'ai apprécié de la part de l'auteur, il a parlé aussi des tziganes, parce qu'il faut savoir que on a aussi gazé des tziganes, des homosexuels, des opposants politiques. Le grand-père de cœur dont je parlais, c'était un opposant politique. Il a été envoyé dans un camp parce qu'il devait être jugé et exécuté. Donc, il y a eu énormément de monde qui a été tué dans cette guerre pour d'autres raisons que la religion. Et bon, comme vous voyez, je dis que je ne me suis pas beaucoup intéressée à la période, mais j'en connais quand même un petit peu. Et voilà, c'est une période qui est quand même très récente pour nous. Et pour comprendre l'histoire, il faut l'étudier et il faut aussi remettre un peu dans le contexte. Et de tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, j'ai trouvé que vraiment, de la part de l'auteur, on était dans une vérité historique qui était extrêmement bien creusée. Alors, je ne suis pas experte, loin de là. Comme je disais, je ne me suis pas beaucoup intéressée à cette période parce que c'est difficile pour moi de m'y intéresser. Bon, j'ai lu le livre, je l'ai apprécié et j'en parle parce que je veux contribuer à ce que d'autres personnes le lisent et s'y intéressent, parce que c'est très intéressant. Et justement, comme j'en parlais, euh, comprendre sa propre vie, comprendre sa propre histoire et comprendre comment on a pu en arriver jusque-là. Dans l'espoir, j'espère que c'est pas naïf, de ne pas revenir à ce genre de situation. Mais on s'aperçoit que si on l'a encore vécu, même si on n'en parle pas beaucoup, avec les Hutus et les Tutsis en Afrique, ça a été aussi, si je ne me trompe pas, en Yougoslavie où il y a eu une volonté d'éradication. Et je crois bien qu'aussi du côté de l'Arménie, on a connu ce même genre de situation. C'est pas très très médiatisé, mais ça arrive encore maintenant. Alors après, voilà, je ne vais pas juger plus que ça, je tiens juste à le signaler et je tiens juste à dire que si ce genre de livre existe, c'est aussi, j'espère, pour que on arrive à avoir ce souvenir et de se dire, il faut pas le recommencer et aussi ne pas haïr quelqu'un juste parce qu'il a quelque chose en plus que nous. Il y a aussi dans ce bouquin un grand message de tolérance qui n'est pas uniquement, on ne demande pas d'aller prendre la place de quelqu'un d'autre dans un campement où la personne, on va parler aujourd'hui, d'aller prendre la place d'un migrant dans un campement pendant une semaine pour voir ce que c'est de ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir se soigner correctement, de se demander si demain on ne va pas être envoyé dans un pays qu'on a fui, et aussi d'avoir la mémoire de ce qu'on a pu vivre pour arriver dans ce pays qui ne veut pas de nous. Ne serait-ce que se mettre à la place de cette personne pendant 1 heure en se disant, voilà, un migrant, c'est ça. Et après, on peut se dire, oui, peut-être que finalement, dire qu'ils ont qu'à retourner dans leur pays, pourquoi? Pour se prendre une balle? Alors voilà, pas de jugement ultérieur, mais c'est ça l'idée du bouquin, c'est de... Bon là, lui, Benoît, il intègre carrément le corps de Benjamin, il prend la place de Benjamin. Je ne vous raconte pas l'histoire en intégralité parce que il faut la lire pour avoir vraiment toute la saveur de l'histoire et d'avoir tout le déroulé de l'histoire de chacun, de Benjamin et de Benoît. Je ne vous dis pas si chacun va reprendre sa place. Par contre, ce mur, et d'ailleurs le titre est bien trouvé, le mur du temps, c'est lui qui permet l'échange entre les deux personnes et c'est même lui qui va permettre de communiquer. Parce que Benjamin régulièrement se dit, moi j'ai pris la place de Benoît, mais j'ai pris la meilleure place. Et il se dit, mais peut-être que Benoît est mort, peut-être que je ne pourrais pas récupérer ma place. Est-ce que j'ai envie de la récupérer? Ça c'est encore la grande question aussi. C'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui parce que au fur et à mesure du temps qui passe dans cette vie en 2016,
En plus, il n'est pas battu, il est nourri correctement, il est avec des gens qui l'apprécient, même si c'est pas sa famille, à lui, même s'il a plus, sa mère, son père, sa sœur, il a plus, tonton Albert et tata Câlin, n'empêche que voilà, il lui manque, il pense à eux, il sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc il y a tout ça aussi. Mais revenir dans cette vie-là, pour se demander si le lendemain il va vivre, voilà, c'est tout ça ce roman. Alors, si vous n'êtes pas forcément très très optimiste en ce moment, surtout au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes en février, nous sommes encore confinés, je pense que cette vidéo sera diffusée publiquement au cours du mois d'avril. Je ne pense pas que la situation sera beaucoup beaucoup améliorée d'ici là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vivre, oui, aux côtés de Benjamin et Benoît, une histoire très dure, reportez le moment. Par contre, n'oubliez pas de le lire parce que c'est vraiment un livre qui vaut le détour, tant pour sa philosophie que pour sa réflexion sur pourquoi je vais aller taper sur mon voisin, parce qu'il y a ça aussi dont j'ai pas beaucoup parlé, mais les macros des juifs qui vont taper sur d'autres juifs et qui sont juste contents de pas être du mauvais côté. Ils sont du côté des brutes et pas du côté de ceux qui subissent. Je me suis posé la question, honnêtement, je me suis posé la question de quel côté j'aurais voulu être si je devais être dans cette situation. Est-ce que je préfère être celle qui prend le bâton et qui donne des coups à l'autre, ou est-ce que je préfère être celle qui est en dessous du bâton qui prend les coups? C'est une question difficile, hein. On peut se demander honnêtement, je ne vous demande pas de répondre et je ne répondrai pas personnellement dans cette vidéo parce que c'est trop long il y a trop de choses à dire, mais voilà, c'est quand même une question à se poser. Et si on veut aller loin avec ce livre, on peut se poser plein plein de questions. Mais justement, bon, à une période où on est déjà en pleine, enfin, on parle de société en mutation, oui. Alors, il va pas y avoir une grosse mutation d'un coup comme ça, paf paf, comme une crêpe se retourne. Oh là là, on va pouvoir ressortir comme avant, on va pouvoir retirer nos masques et courir nus dans les champs. Faut pas rêver, ça va pas être ça. Mais je pense quand même que ce confinement nous laissera des traces, même si on n'a pas beaucoup de mémoire. Nous qui l'avons vécu, nous qui avons un certain âge, nous laissera des traces. Après, pour les enfants, on ne sait pas comment eux en reparleront dans 10 ans, dans 15 ans. Et du coup, la lecture de ce bouquin qui peut occasionner énormément de questions, est-ce que c'est bien le lire maintenant parce qu'on a envie de continuer un cheminement personnel et à se poser encore plein de questions, ou alors à se dire aussi, parce que ça, moi aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, je suis au fond de mon canapé, hein, voilà. J'ai mon petit canapé derrière moi, là, je suis tranquillement installée, avec, euh, j'ai le chauffage, je suis dans une maison où il n'y a pas de danger, je suis tranquillement toute seule, je peux aller me chercher un café ou une bière selon l'heure qu'il est, je peux aller me chercher mon petit chocolat pour le déguster tranquillement. Il y a personne qui va venir me taper dessus ou quoi. Non. J'ai pas de risque qu'il y ait un bombardement qui me tombe sur le coin du nez, ni rien. Et je me plains d'être confinée. Par moments, ça permet aussi de relativiser, hein, de se dire, bon voilà, on se plaint, d'accord, mais on n'est peut-être pas si mal que ça. Il y a quand même plein de choses sur lesquelles on n'a pas à se plaindre. Donc, voilà, ça c'était pour la petite philosophie du jour aussi. Et pour se dire, bah tiens, je suis en pleine déprime par rapport à la situation. Soit je creuse un peu plus en lisant un bouquin qui va vraiment me faire me questionner en profondeur, soit je me dis non, je suis pas prêt à le lire, je vais reporter et je vais prendre plutôt un roman feel good pour me changer les idées. Mais si vous avez du temps parce que vous dites: «Tiens, je peux pas aller, au cinéma, je peux pas aller au théâtre ni rien, j'ai envie d'un moment de culture», bon qui remue, hein. Franchement, moi personnellement, ça m'a bien remué. Bah, lisez ce bouquin, n'hésitez plus, lisez-le, foncez même, carrément. Et puis comme ça vous permettra d'aller creuser après, aller, regarder la chaîne Nota Bene qui est une chaîne d'histoire où il parle de plein de choses et il a énormément de reportages et de questions sur la guerre
Vous allez apprendre plein de choses et ça vous permettra de creuser encore le sujet. Petit moment de pub en même temps pour Benabarbe. Et si vous n'avez pas envie de lire ce bouquin-là de cet auteur, eh bien, allez lire d'autres livres parce qu'il écrit des thrillers, il écrit plein d'autres bouquins, donc vous trouverez toujours votre bonheur. Voilà, bon, je vais m'en arrêter là parce que je suis quand même en train de parler autour du livre depuis 25 minutes. Je ne pensais pas durer aussi longtemps, mais voilà. Je pense qu'il y avait un certain nombre de choses que je voulais évoquer parce que c'est le genre de livre qui n'est pas un roman qu'on lit comme ça. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été mon cas et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Donc pour ceux qui me connaissent, merci de m'avoir écouté jusque-là. Vous connaissez la petite pratique de YouTube habituelle. Abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez un pouce bleu, partagez où vous voulez, diffusez la vidéo pour qu'on lise le bouquin. Allez-y, faites-vous plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gracieuse Robert, une autrice auto-hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée. Donc j'ai auto-publié ma vie en blog. Les voyages forment la jeunesse, l'Italie et la France. Et ma vie en blog 2 va sortir prochainement avec Librinova grâce à un projet Ulule. Merci les gracieux contributeurs. Et si ça vous intéresse, hein, j'ai déjà parlé de tout ce qu'il fallait faire. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur mon site pour en savoir plus sur mes activités. Vous y retrouverez mes horoscopes, mes interviews, dont une interview de Ludovic dont je mettrai le lien en description. Et encore plein d'autres choses sur ce que je fais. Et comme ça vous permettra de me suivre aussi pour regarder, parce que j'ai encore plein de choses à vous partager, que ce soit sur cette chaîne ou sur ce site. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très vite!